viens de parler, donc je les vois. Oui, alors c'est vrai que oui, voilà, simplement 2-3 mots sur éventuellement l'avenir. Ça engage un peu ce que vous disiez à l'instant, ce que tu disais à l'instant. C'est que souvent, enfin, en fait, la sensation que j'ai, moi en tant qu'urbain, personnellement, qui ne suis pas issu du monde agricole, mais qui consomme quand même des produits alimentaires tous les jours, donc concerné par les questions alimentaires et puis travaillant dans ce sujet-là, c'est que dans les dîners en ville, l'agriculture biologique commence à être un peu galvaudée. C'est que ça commence à être un peu presque mainstream, comme on dit en anglais, mais presque, comment on dit en français, ouais, mainstream, on dit, voilà. Non, mais que ça n'a plus la fraîcheur de la nouveauté. Et notre société a quand même toujours un peu besoin d'un nouveau truc à manger, donc d'un nouveau truc à débattre. Et maintenant que tous les urbains mangent un petit peu bio de temps en temps, ça paraît plus très original de manger bio. Et je pense qu'on oublie trop vite, quand on est en ville, que 95% des terres sont encore cultivées en conventionnel. Alors certes, elles ne sont pas toutes mal cultivées en conventionnel, mais que 70 ou 80% des animaux en fonction des filières ne sortent pas des bâtiments, qu'il y a encore des marges de progrès énormes à faire dans le système alimentaire et dans le système agricole français, et que l'agriculture biologique, si elle est imparfaite, elle représente par rapport à la très grande majorité de l'agriculture occidentale une marge de progrès vachement importante. Et donc il faut le voir comme ça, il ne faut pas y mettre trop de fantasmes, disons, de perfection. Par contre, il faut mesurer ce que, pour beaucoup de producteurs, cela représente comme évolution forte, et donc comme mieux, comme plus pour le consommateur. Donc je pense que, voilà, gardez en tête quand même que ça reste très marginal encore aujourd'hui dans les campagnes de producteurs bio. Oui. Et la question, moi, que je pose aux représentants de l'agro, c'est pourquoi ça ne va pas plus vite, même si on en est à 20% actuellement. Pourquoi, depuis 30 ans, on n'a pas atteint des... On n'est pas à 20% aujourd'hui. Hein. Non, mais la consommation a augmenté. Non, je parle du rythme d'augmentation. Actuellement, ça augmente très vite avec toutes les circonstances que tu as évoquées. Voilà, la question que je me pose, sur laquelle j'aimerais bien avoir une réponse en tant qu'économiste, parce que moi, je suis favorable au développement de la bio. Hein, j'y contribue dans la mesure de mes moyens, dans le travail que je mène avec des groupes sur Lyon actuellement. Pourquoi, en 30 ans, on n'a pas atteint des niveaux supérieurs? C'est évident. Une des premières réponses, il faudrait que la FNSEA soit à la table. Ah, oui. Un des premiers responsables, c'est la FNSEA. La FNSEA a pendant très longtemps affiché clairement ses positions contre l'agriculture biologique. Donc, dans un milieu paysan qui est un milieu conservateur, où souvent vous héritez une ferme de vos parents, etc. Quand on vous dit si tu conduis ta ferme en bio, tu cours à la catastrophe, les gens ne s'investissent pas. Il faut savoir que dans beaucoup de fermes, c'est compliqué quand vous reprenez une ferme derrière votre père ou derrière vos parents de défaire ce que vos parents ont fait. Moi, quand j'ai converti la ferme au bio, mon père venait de prendre sa retraite. Mais lui déjà, on est sur Dourdan, c'est une zone de coteaux, des terres fragiles, pas de très bonne qualité agronomique. Et mon père avait déjà vu ce plafonnement des rendements qu'on voit depuis une quinzaine d'années en conventionnel. Hein. Mais déjà mon père l'avait constaté, et lui, dans son langage à lui, il disait on fait trop de paille. C'est-à-dire qu'il y a eu la réforme de la PAC, une première réforme de la PAC en 1992, où on est passé du système, comme parlait tout à l'heure Marc, des prix garantis, à un prix cours mondial et des aides compensatoires. Mais ce qui fait que vous vendiez votre production à un prix cours mondial. Du coup, sur la ferme, il y avait énormément de diversité d'espèces. Il y avait du maïs, de la betterave. Mon père faisait de temps en temps du pain, du trèfle. Enfin, en plus du maïs, du colza, enfin du maïs, du blé, du colza, du seigle, etc. Et on s'est retrouvé quasiment avec un assolement à 3 cultures, colza, blé, orge. Dans ces assolements où vous n'avez plus que des cultures d'hiver et des cultures extrêmement peu diversifiées, vous avez une chute de matière organique.
et vous n'arrivez plus correctement, on va dire, à nourrir votre sol. Moi, j'ai repris des terres où j'avais des taux de matière organique qui étaient descendus à 1,2, 1,3, quoi. C'était extrêmement faible, quoi. Tout à l'heure, Marc Dufumier parlait qu'il faut avoir des sols extrêmement riches en humus pour stocker du carbone et tout. C'est facile de descendre en matière organique, de passer de 2,5 à 1. Par contre, pour remonter, c'est beaucoup plus long. Hein. Donc, tout ça, c'est... Pour remonter de 1,5 à 3, qui est le bon niveau dans ton type de sol. Ben oui, ça serait bien, mais moi, pour l'instant, je suis remonté de 1,2, 1,3 à peine 2, quoi. Bon, ça reste extrêmement long, quoi, ces affaires-là. Vous avez en tête le poids d'un sol sur 30 cm. Un hectare, c'est 10 000 m². Vous faites le 3%. C'est combien de terre à 1 m² de terre, ça fait 30 cm, en poids c'est combien? Autour de 300 kg, quoi. 300 kg. À peu près, un peu plus, peut-être plutôt 500 même. Pour gagner un point d'humus, passer de 2 à 3, il faut une quantité de matière organique amenée progressivement qui est énorme. Voilà, donc mon père qui faisait ce constat de baisse de la fertilité suite à la réforme de la PAC. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais dans mon idée, pardon. Oui, voilà, on était redescendu à 3 cultures. Le fait de l'avoir remis en bio permet effectivement de repartir, de remonter ces sols en termes de matière organique. Et j'en étais surtout sur la responsabilité de la FNSEA et pourquoi il n'y a pas plus de bio dans le secteur. Il y a aussi le fait que quand vous décidez de partir en bio, vous vous coupez des autres agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose aussi extrêmement important. Surtout à l'époque où, puisque quand vous décidiez de partir en bio, vous alliez contre les travaux de vos pères, quoi. Donc du coup, vous perdiez un petit peu le lien que vous aviez avec vos autres agriculteurs. Donc ça aussi, ça a été un vrai frein au développement de la bio, quoi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez essentiel sur la difficulté. Aujourd'hui, ça change complètement parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la bio devient quelque chose de moderne. Et donc, moi, je pense qu'on va voir le bio qui va fortement se développer et qui va continuer. Moi, j'y crois vraiment. Bon, par contre, pour nous, à Confédération Paysanne, on va peut-être avoir du mal à récupérer ces agriculteurs-là. Ça peut être un problème pour nous. Tu poses des questions? Pardon. Non, je m'excuse, je me répète. Hein. Certes, il y a l'attitude de la FNSE, mais il y a le facteur prix. Alors, je vais vous prendre un hasard, complètement au hasard. Moi, j'achète beaucoup de bio chez U, tiens, justement, dont je ne suis pas bien sûr que ce soit du bio pur, et je n'achète pas de bio chez mon marchand de légumes et autres, parce que ça coûte trop cher. Il me semble que, en tous les cas pour les franciliens, mes niveaux de revenus sont sans doute supérieurs à celui au revenu médian. Tant que ce phénomène-là continuera, c'est un frein considérable, me semble-t-il, à un développement en particulier, allez, n'hésitons pas, dans les couches populaires. Voilà. Bonsoir, moi ça tombe bien parce que je voulais déjà poser la question tout à l'heure, mais Michel permet de prolonger la question sur le développement du bio. L'un de vous a dit tout à l'heure que moi je suis francilien, j'habite en Île-de-France, j'étais conseiller régional, j'étais pas à la commission agriculture, mais ce que j'avais constaté c'est que en Île-de-France, donc on subventionne le bio, mais le bio se développe très très lentement en Île-de-France, beaucoup plus lentement que dans les autres régions où il n'est pas forcément subventionné.
Mais peut-être que j'ai des chiffres qui sont pas bons ou à jour. Ça, c'est la première question. Et sur la question bio-élevage, pensez-vous qu'en Île-de-France, on puisse faire revenir de l'élevage? Parce qu'en fait, vous aviez parlé tout à l'heure des labels rouges, etc. Il y a quand même aussi des appellations qui sont menacées en Île-de-France, en particulier de fromage, à cause justement de la chute de production animale et de lait en particulier. Alors, en Île-de-France, depuis 2 ans, en fait... Je réponds. Ouais. Donc en Île-de-France, on a depuis 2 ans en fait une explosion des conversions. C'était vrai il y a 3 ou 4 ans, où effectivement on était vraiment en retard, on n'arrivait pas. Voilà. Donc on n'arrivait pas, et notamment il y avait une guerre entre la Chambre d'agriculture et le GAB. Il faut être très clair, en Île-de-France, il y a toujours la guerre entre les deux, on peut dire aussi. Ça existe toujours. J'aurais voulu que tu développes justement sur la particularité de l'Île-de-France sur ce problème-là. C'est peut-être ce dont tu vas parler. Les GAB en Île-de-France et les chambres d'agriculture. En fait, de manière, on va dire, assez concise, la Chambre d'agriculture normalement fait du développement technique de la bio, et le groupement agricole, le groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France, le GAB, fait du développement économique, plutôt socio-économique. Plus commercial. Et non, il ne s'occupe pas vraiment du développement commercial. Hein. Bon, le GAB, on a créé une structure, une coopérative, mais aujourd'hui, il fait principalement du développement économique et de la promotion du bio dans les collèges, les lycées, fait de l'éducation, etc., au bio en Île-de-France. Sauf qu'aujourd'hui, on a fait un petit peu de développement technique au sein du GAB parce que les développements techniques proposés par la Chambre ne convenaient pas à un certain nombre d'agriculteurs. Sans l'appeler forcément développement technique, mais animation. La Chambre d'agriculture a dit mais vous faites du développement technique. Alors nous on est resté sur nos positions en disant on fait de l'animation, sachant que c'était un peu du technique quand même. Et puis la Chambre d'agriculture fait aussi du développement de la bio parfois, développement de filières et autres, alors que les développements de filières c'est réservé au GAB. Donc nous on a créé une coopérative pour développer le bio dans les restaurations scolaires, etc. Mais la Chambre d'agriculture mène aussi un projet avec le mine de Rungis, etc., concurrent aux nôtres. Donc les frontières ne sont pas du tout claires et tout en restant sur le papier en disant on reste dans nos prérogatives, en fait on se marche sur les pieds. Et notamment parce que beaucoup de gens du GAB sont plutôt conf. Il faut dire les choses comme elles sont, et les gens de la Chambre supportent mal effectivement ça. Voilà. Mais il y a un vrai développement de la bio en Île-de-France. Moi, en prenant comme exemple, je me suis converti en 2001, on était 2 paysans sur le secteur de Dourdan. Lui, mon voisin Franck Chevalier s'était converti en 99. Pendant très longtemps, pendant presque 15 ans, on est restés tous les deux, tout seuls. Et il y a un phénomène qui est assez important dans l'agriculture, c'est les autres agriculteurs regardent ce qui se passe dans les champs des voisins. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pendant très longtemps, les voisins ont attendu qu'on se plante. Et je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui, notamment, disaient tiens, il doit y avoir un bio dans tel secteur parce qu'il y avait un champ plein de coquelicots. En fait, ce n'était pas des bio, parce que des bio, il y en avait très peu. Mais c'est tout simplement des problèmes de résistance d'herbicides. Donc le coquelicot est une espèce qui parfois contourne assez facilement la résistance aux herbicides. Donc on voit parfois dans des champs d'agriculture conventionnelle fleurir du coquelicot, mais c'est pas parce qu'il y avait des bio, quoi. Et donc nos voisins attendaient que nos champs soient remplis d'herbes, qu'on se plante. Or ça s'est pas du tout passé comme ça. On a profité, nous au début, on avait peu de moyens techniques, mécaniques pour désherber, donc au début c'était parfois un peu compliqué, mais très rapidement, des nouveaux outils comme des houes rotatifs sont apparus, et surtout des bineuses performantes, etc., qui sont apparus. Donc on s'est mis, au départ, on ne binait pas les blés, maintenant on bine tous nos champs.
et on a des champs qui sont propres. Et puis, lorsqu'il y a des crises de prix, en conventionnel, vous faites ça. C'est-à-dire que ça peut monter très haut, puis ça peut descendre très bas. Donc, il y a eu quelques années qui étaient 2007, par exemple, pour les conventionnels, c'était extraordinaire. Là, c'était jackpot. Nous, ça avait un petit peu augmenté, mais nous, les prix, ils font ça. C'est-à-dire que on est sur un marché plutôt européen, qui est relativement stable. Le marché conventionnel, c'est un marché mondial et qui subit beaucoup plus d'aléas. Et après, on a eu des prix relativement bas pour le conventionnel. Et nous, on est resté toujours relativement haut. Moins haut que certaines années, mais toujours relativement haut. Et donc, du coup, beaucoup de agriculteurs se sont dit, ceux-là, ils réussissent. Leurs champs ne sont pas pleins d'herbe. Moi, je me souviens, il y a un de mes voisins qui s'est converti parce qu'on a fait du tournesol la même année. Moi, j'ai fait 25 quintaux de tournesol, 25 quintaux à l'hectare de tournesol, payé 600 € la tonne. Mon voisin, il a semé 25 hectares de tournesol. Il a tout retourné une première fois parce qu'il a été bouffé aux limaces. Alors que moi, j'ai plus de problème de limaces parce que j'ai beaucoup de carabes dans les champs. Et puis, il a ressemé une deuxième fois. Donc, il a acheté 2 fois les semences. Même si la semence en bio coûte un peu plus cher, lui, il a acheté 2 fois. Donc, au final, il a payé beaucoup plus cher. Et puis, il a eu à nouveau une nouvelle attaque de limaces, malgré le fait qu'il ait mis un peu d'anti-limaces, parce que c'était une année très pluvieuse. Et puis, sur ces 25 hectares, il en a gardé que 5. Et puis, il a fait 20 quintaux. Il m'a dit, parce qu'on est copains un peu, quoi. Bon, il m'a dit, tous les jours, je passais devant ton champ de tournesol, j'avais les boules. Il me dit, j'avais les boules. Et ça, c'est un des éléments déclencheurs qui l'a fait se convertir. Et aujourd'hui, j'ai plus de voisins en bio, depuis 3 ans. Hein, mais vraiment, c'est tout récent. Hein, bon, c'est vraiment récent, quoi. On a une vraie explosion des surfaces en Île-de-France. Et bon, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Mais je ne pense pas que ces gens-là reviendront en arrière. Mais il ne faut pas oublier le facteur psychologique, à la fois le fait de... on cultive une ferme, souvent qu'on a hérité de nos parents, etc. Donc, c'est compliqué de dire à son père, je change ce que tu as fait et je défais ce que tu as fait. Bon, mon père, il m'a regardé faire, mais il a observé, quoi, sans me critiquer. Et puis après, il était content, en fait, de ce que j'ai mené. Mais si votre père conduit la ferme en conventionnel, pour un fils qui a 25 ans, qui reprend, la ferme s'oppose à son père, c'est parfois trop compliqué, c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'est un vrai frein, quoi. Et puis le fait de perdre ses copains, ça, c'est un vrai frein. Et c'est pour ça aussi, je pense peut-être la FNSEA, qui crée des sections bio à l'intérieur de la FNSEA, ça aussi, à mon avis, ça va exploser, quoi. Alors, c'est pas bon pour la conf, hein, ça c'est clair, mais pour la FNAP, il y aura plus de, pour la FNAP, ça va pas renforcer la FNAP, ça va simplement développer la bio. Mais peut-être pas la bio complète. Voilà. Mais c'est des freins qui sont en train d'être levés, quoi. Et le fait que ça représente la modernité, aujourd'hui d'être en bio, c'est un élément aussi extrêmement important. Est-ce qu'on peut essayer de répondre à la question d'Henri sur le prix? Ouais. Sur cette question, sur le prix, en fait, je pense que l'agriculture biologique, elle est actuellement dans une phase bénéfique en termes de marché, même si elle n'a pas inventé un type de marché très différent de celui qu'on a dans le conventionnel, ou en tout cas, la bio, disons, circuit long, ne réinvente pas les circuits longs aujourd'hui, ou peut-être pas assez. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours plus intéressant d'être en bio que d'être en conventionnel, malgré le fait que la structure du marché est à peu près la même, c'est-à-dire un producteur, un collecteur, une coopérative, un distributeur en GMS, voilà, grosso modo c'est à peu près pareil. Quelle est la grosse différence? C'est que des producteurs bio, il n'y en a pas beaucoup, et des consommateurs de bio, il y en a énormément. Donc on est dans une structure de marché où on a une tension sur l'offre de produits bio qui est très forte et que du coup le niveau de prix est très élevé. La spécificité aussi, c'est qu'on est sur un marché physique, donc qui n'est pas spéculatif, qui n'est pas mondial, et donc que les variations de prix seront beaucoup moins importantes. Mais le fait est qu'en fait, aujourd'hui, un producteur bio qui est en circuit long, il est dans une configuration de marché qui est relativement classique, il est juste au bon endroit au bon moment. Il faut absolument qu'on soit capable de réinventer quelque chose qui fasse qu'au moment où le marché va se retourner et où la production suivra la consommation et où éventuellement la consommation baissera parce qu'on va se taper un scandale sanitaire ou parce que voilà, il y aura un élevage trop gros dans lequel L214 mettra ses caméras, voilà.
Il faut que, néanmoins, on arrive à construire un système économique viable, qui arrive à maintenir une répartition de la valeur jusqu'aux producteurs. Donc ça, c'est un petit premier point important, je pense. Il faut qu'on capitalise sur ce moment intéressant. Par rapport au prix vis-à-vis des couches populaires, c'est une question, moi, auquel j'ai encore une fois pas de réponse parce qu'on manque de données aujourd'hui sur la physionomie sociale du consommateur bio. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avec certitude que les consommateurs bio sont plus riches que les consommateurs majorité conventionnelle. Intuitivement, on dirait oui, mais en même temps, l'achat d'un produit alimentaire, c'est toujours un achat par rapport à un autre produit non alimentaire. Donc c'est aussi une question de priorité, encore une fois. Il y a aussi un truc où il ne faut pas forcément avoir des demandes contradictoires, c'est-à-dire que d'une part, on veut que les producteurs soient rémunérés à la hauteur de ce qu'ils produisent, d'autre part, on demande des produits toujours moins chers. Et on se plaint du fait que les produits bio soient trop chers. En même temps, on se dit c'est bien parce que ils rémunèrent les producteurs. Enfin, voilà, là-dessus, il va falloir qu'on choisisse. Peut-être que les produits alimentaires ont été maintenus à des niveaux de prix trop faibles, notamment par la politique agricole commune. Donc voilà, il y a aussi peut-être que les produits conventionnels devraient être beaucoup plus chers, étant donné leur impact environnemental. C'est ce que disait Marc sur les coûts cachés des produits. Donc voilà, c'est un peu pour élargir le point. Et non, oui, attention à ce truc en GMS, je ne suis pas sûr que ce soit de la bio pure. Alors, cette notion de bio pur m'échappe un peu. A priori, on est bio quand on est certifié. Non, mais c'est pas ça, c'est plutôt qu'à partir du moment où on est certifié, on respecte un cahier des charges, on a été contrôlé. Et les contrôles, c'est fait par les organismes certificateurs, c'est aussi fait par la DGCCRF. Et aujourd'hui, le niveau de fraude dans la production bio est très très faible. Donc, c'est la production agricole la plus contrôlée. Et aujourd'hui, le nombre de décertifications ou de déclassements est très 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 faible. Mais là, la question d'Henri sur la fiabilité du bio dans les grandes surfaces, c'était pas sur la production, c'était, il semble-t-il, sur les intermédiaires. Ou la filière. La filière, oui, c'est l'intermédiaire. Est-ce qu'un producteur qui vend un intermédiaire circuit long est garanti que tout au long de sa filière, il n'y aura pas des mélanges de produits, il n'y aura pas des trucs qui vont... Non. Non. D'accord, parce que c'est ce que je pense. C'est quelque chose qu'on sait peu, mais le règlement bio, il réglemente la production, la transformation et la distribution. Donc il y a en fait, Système U est certifié bio. Et il y a autant de contrôles dans les magasins Système U que sur les champs des producteurs. Le transformateur également est certifié bio. Et donc il y a des process de transformation qui sont interdits en bio. Par exemple, la coloration, l'utilisation de colorants qui a vocation du coup à tromper le consommateur sur la nature réelle du produit, est interdit en bio. Donc voilà, c'est bien avoir conscience que ça va jusqu'au bout de la chaîne. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur la question des prix? Je suis à la table ronde pour répondre à la question. Il me semble que par rapport à ce que disait dit, sur les prix du bio, il y a un élément qui est en train d'être réfléchi, notamment sur l'agglomération lyonnaise, sur deux aspects, sur la question de la logistique. Il y a, ce qui renvoie à ce que tu dis, c'est qu'il y a effectivement, entre le producteur qui est, par exemple, il y a une grosse coopérative qui fait du bio à Lyon qui s'appelle Alterconso, qui a 800 adhérents sur l'agglomération lyonnaise. Il y a des producteurs qui sont dans les monts lyonnais, donc un peu loin de Lyon, et des producteurs disséminés dans 5 ou 6 quartiers. Donc il y a un coût de logistique des paniers, parce que là c'est des formes de paniers, qui est relativement élevé. Et il y a une réflexion commune entre les circuits courts et l'agglomération lyonnaise d'améliorer le problème de résoudre d'améliorer les circuits logistiques. Mais ils y ont beaucoup de mal. Donc la deuxième réflexion dans laquelle je suis impliqué, c'est de créer des filières organisées dès le départ, des filières mi-longues organisées dès le départ, pour effectivement avoir une logique logistique bien conçue dès le départ, de façon à réduire les coûts logistiques. Le deuxième élément sur lequel on travaille, et ça a été fait déjà sur l'agglomération lyonnaise, je n'arrive pas sur un truc au point zéro, il y a déjà des expériences, il y a déjà des expériences d'accompagnement des producteurs des couches très populaires pour leur permettre d'accéder à des produits bio, en leur montrant qu'il y a des produits bio qui ne sont pas plus chers que des produits conventionnels dans les grandes surfaces, etc. Donc il faut travailler sur les deux éléments. Maîtriser la logistique
et également accompagner les couches populaires par rapport à des... donc il y a tous ces travaux dans lesquels je suis impliqué sur les générations. Alors j'ai Roger. Je dois partir et je voulais juste répondre à une question que j'ai oubliée sur l'élevage, le développement de l'élevage en Ile-de-France. Pour moi, il y a une possibilité de développer de l'élevage en Ile-de-France, c'est tout ce qui est les monogastriques. Je pense qu'on va avoir un développement qui va se faire sur les volailles, donc on devrait pouvoir développer les œufs et les volailles bio, et le porc. Je pense qu'on doit pouvoir arriver à faire du porc en bio en Ile-de-France. Pour les bovins, ça va être plus compliqué. Nous, on a demandé à la Confédération paysanne et qui semblerait-il serait accepté par la région de mettre en place des abattoirs mobiles. Parce que l'élément, en fait... Non, mais des abattoirs, il n'y a plus d'abattoirs, mais on peut mettre en place des abattoirs mobiles. C'est-à-dire que c'est un camion, c'est un 38 tonnes, hein, qui se déplace de ferme en ferme. Et donc, ça permettrait de développer des petits élevages en bovins. Et ça peut être une solution. Parce qu'un des facteurs limitants dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la matière organique. Si le bio se développe de manière extrêmement importante, ben, il va y avoir une tension sur la matière organique. Hein. Ça va être le... Il n'y aura pas de bio s'il n'y a pas de développement. Voilà, ça va être le problème. Donc, c'est important de redévelopper l'élevage en Ile-de-France. Et l'autre point qui, pour moi, est inquiétant, c'est le développement des véganes, des mouvements véganes, notamment c'est la jeunesse. Hein. Alors, c'est pas là demain, hein, mais c'est dans 30 ou 40 ans. Si on n'a plus d'élevage, ben, la bio, ça va être compliqué. Alors, on va peut-être arriver à inventer des systèmes en bio sans matière organique, mais c'est pas évident. Moi, je fais un petit peu ce qu'on appelle le BRF, du bois raméal fragmenté, hein, pour fertiliser mes sols, mais c'est en quantité moindre que le fumier. C'est clair. Je suis désolé, je dois voir le BRF, le bois raméal fragmenté. Oui, j'ai deux observations très courtes et deux questions courtes. Première observation très courte qui a trait à la question de la relation entre le social et l'économique et le prix. Je crois que vous avez dit, j'ai pas de certitude, on a une réponse intuitive qui est bien connue. Eh ben, les magasins bio, ils ont aussi leur réponse intuitive. Dans ma commune de banlieue, qui est très nettement séparée géographiquement entre deux parties, dont l'une est populaire et l'autre, on va dire, plus aisée, le magasin bio s'est installé dans la zone aisée et pas dans la zone populaire. Donc, c'est une réponse intuitive, mais par le commerçant. Deuxièmement, je m'interroge beaucoup sur un des chiffres que tu as mis en évidence, qui est, et tu t'es interrogé d'ailleurs, 16%, si j'ai bien compris, de la population consomme du bio tous les jours, mais ça ne fait, selon l'autre tableau que tu avais mis en avant, que 3,5% de la consommation. Bon, et tu as ajouté, ça veut dire que c'est une partie de la consommation seulement. Alors, je trouve que, voilà, pas que, alors que, justement, on nous présente du tout bio. Et en particulier, je mets ça en relation avec les tableaux et les résultats de l'analyse médicale qui a été faite tout à fait au début de la séance, où j'avais posé la question, justement, mais est-ce que c'est du tout bio? La réponse était quand même que 10 à 15% de la population touchée, il y avait 60 000 personnes qui étaient interrogées, 10 à 15% mangeaient bio, dont la moitié tout le temps. Et alors, est-ce que tout ça, en rapprochant avec ça, ça permet d'avoir des conclusions aussi fortes que celles qui ont été faites dans l'étude tout à l'heure? Je ne sais pas, je m'interroge, je n'ai aucune idée, mais je trouve qu'il y a problème. Les deux questions courtes. La première, c'est sur les subventions. Alors, il a été question des subventions Île-de-France. Mais il y a surtout les subventions nationalo-européennes. Ouais. Bon. Or, ces subventions, au mois, je me rappelle que fin octobre dernier, la FNAB elle-même, et vous avez dit que d'ailleurs c'était votre boulot, donc vous pourrez répondre facilement, la FNAB avait carrément saisi le défenseur des droits parce que
il y avait 2 ans de retard sur des aides, etc. Alors, sur les versements. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est un frein? Apparemment pas, puisque le nombre de producteurs se développe quand même. Peut-être qu'ils croient très fort en le pouvoir de l'administration de s'amender, c'est très bien. Mais là, il y a une question. Et deuxième et dernière question, vous avez parlé d'un budget annuel de la FNAB de 2 millions d'euros. Là-dedans, en pourcentage, combien représentent les actions d'animation dont il a été question tout à l'heure à plusieurs reprises? Je suppose que dans ce budget, il y a d'un côté le budget de fonctionnement, de l'autre côté vos actions proprement dites, d'animation, de formation, etc. Combien ça représente à peu près entre fonctionnement et la partie animation? Et quel est votre subventionnement? Alors, je sais que le ministère de l'Agriculture vous subventionne. Il y a eu à un moment, disons, quelques aléas, mais apparemment ça s'est réglé. Et c'est une sous-question. Ça vous vient directement du ministère ou par l'agence bio? Après, j'en ai fini. Alors, j'avais... Attendez, votre précédente question avant la question comptabilité, ça, et après, c'est... Sur les subventions générales, ça va être très rapide. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que... Je voulais dire à Henri que finalement, s'il achète en tout cas les fruits et légumes dans des magasins, dans des supermarchés, ça lui coûte plus cher que dans des magasins bio. C'est ce qui est transformé, c'est l'épicerie transformée qui est peut-être moins chère et très industrielle. Mais en particulier, donc, les relevés qui ont pu être faits dans des magasins Carrefour en région parisienne montrent qu'ils vendent les fruits et légumes au nombre, très souvent, sous plastique, et que le prix est dissimulé, mais quand tu fais les comptes, c'est plus cher. Et donc, il faut acheter ces fruits et légumes plutôt dans des chaînes bio que voilà. C'est un peu ça. J'avais d'autres questions, mais sur le financement de la région, en particulier de Pécresse, bon, mais c'est peut-être... voilà, parce qu'il y a une... Peut-être que tu ne peux pas nous le dire, mais à un moment, il y a vraiment eu conflit et visiblement, Pécresse voulait réduire considérablement les financements du bio. Et je ne sais pas ce qu'il en est. Il y a eu une mobilisation, je ne sais pas ce qu'il en est venu. Oui, sur les questions de prix, de l'obstacle prix. Alors, première constatation, dans la structure des coûts, entre la commercialisation est très liée aux quantités. Or, les quantités vendues en bio sont plus petites. Donc, il y a probablement un surcoût qui est lié à la distribution. Le marchand de légumes bio, il a des petites quantités. Et puis voilà, il négocie pas le même prix. Je reviens sur la question qu'un peu a évoquée Roger. Pourquoi les quartiers de sa banlieue populaire n'ont pas de magasin bio? Pourquoi y aurait-il les catégories sociales les moins fortunées n'achèteraient pas bio? Il y a un problème de pouvoir d'achat quand même globalement. La question aujourd'hui, cette crise des gilets jaunes montre bien que les gens, ils ont tellement de dépenses contraintes avec des revenus qui ne suivent pas non plus l'augmentation. Les prix agricoles ont énormément augmenté. Ils augmentent, les produits frais en tout cas, dans les 3 dernières années, ont énormément augmenté. Quand on a un RSA ou qu'on a le minimum vieillesse, on préfère aller chez Lidl que d'aller acheter chez Biocoop. Et chez Lidl, je ne crois pas qu'il y ait encore du bio. Il y a beaucoup de bio. Du bio venant d'Ukraine sans doute. Du Pérou, c'est très écolo. Et puis il y a aussi les habitudes de consommation. Moi, quand je vais chez Carrefour pour acheter des produits qui ne sont pas alimentaires, je vois que les gens achètent leur viande, leurs légumes, tout ça dans le temps de caddie. Parce que
parce qu'ils pensent que c'est moins cher, parce que peut-être que aller faire plusieurs magasins pour faire ses courses, ça prend du temps, et puis qu'il y a des habitudes et qu'on est habitué au caddie du supermarché. Je pense que ça aussi, ça risque d'être un frein, c'est de changer les mentalités et changer aussi les modes de consommation, comme vous l'avez dit plusieurs fois dans les débats. Si c'est plus cher, peut-être qu'en mangeant plus de légumes et plus de végétaux et moins de viande, on rééquilibre un budget. Je me lance. Sur les aides. Je vais d'abord répondre à cette dernière question. Moi, je pense qu'il faut. C'est impératif, quand même, je pense. Le problème, c'est surtout qu'on donne aux classes populaires de la nourriture de mauvaise qualité. Et que c'est ça le choix qu'ils ont. C'est qu'ils sont obligés d'arbitrer. Ils n'ont pas le choix d'arbitrer entre du bio ou du non bio parce que leur revenu ne leur permet pas. Le gros problème, c'est que le conventionnel est de mauvaise qualité. C'est pas que le bio soit trop cher, en fait. C'est du coup, surtout que c'est pas de la faute des producteurs bio si ils sont si peu nombreux et si le consommateur est de plus en plus demandeur et que du coup il y a une structure de marché qui fait que l'offre est bien inférieure à la demande. Aujourd'hui, voilà, on est dans cette situation-là, ce qui fait que toute la chaîne fait augmenter le prix final du produit bio. Mais le problème, c'est surtout qu'on accepte politiquement, que la société accepte que les pauvres mangent mal. Pour moi, c'est ça le principal problème. Peut-être sur cette question-là, tu voulais... Oui, je voulais répondre un peu la même chose. Moi, je travaille sur la suite de Vaux-en-Velin sur ces questions-là. C'est vrai que il n'y a pas de magasin de proximité, ou très peu. Il y a des marchés qui sont eux-mêmes de mauvaise qualité. Et effectivement, les revenus ne sont pas suffisants pour... Donc on travaille, nous, sur l'amélioration de l'accès, à travailler à la fois sur l'offre et sur les modalités de la demande, etc. C'est un boulot énorme, quoi. Parce qu'il y a toutes les difficultés que tu signales, il y a effectivement des pratiques en plus culturelles liées à ça. C'est vraiment... Vaux-en-Velin, c'est une des communes, c'est un quartier qui est le plus pauvre du Rhône. On a des taux de pauvreté qui sont très très élevés. Bon, c'est justement pour ça qu'on a choisi ce quartier. Et il y a tout ça qui s'en mêle, quoi. Il y a eu une tentative de marché du haut sur la commune qui a été parachutée du haut. Il n'a pas tenu 6 mois, quoi, parce que c'est pas la culture, c'est pas les revenus. Et par contre, si on les accompagne avec des défis à alimentation positive, etc., en faisant de l'éducation populaire, dans des réseaux, dans des circuits de proximité, dans des magasins de proximité, là on peut travailler. Donc c'est tout ça qu'il faut, à revenu constant, nous on n'a pas la possibilité de faire bouger les revenus, il y a tout un travail à faire pour améliorer l'offre et améliorer les pratiques alimentaires. Donc là il y a un vrai chantier socio-économique sur lequel nous on est mobilisés à plusieurs sur Lyon. On espère qu'on va réussir à avancer, et c'est un vrai chantier. Ça. Donc voilà pourquoi. Alors sur, je sais plus, c'était là-dessus que je voulais répondre. Sur la partie subvention européenne et retard de paiement des aides à la bio, il n'y a pas eu de retour à la normale. Donc la FNAB a saisi le défenseur des droits après avoir lancé beaucoup d'actions médiatiques ou politiques auprès du ministère de l'Agriculture. En fait, la situation s'explique par des difficultés techniques d'instruction des dossiers bio qui sont particulièrement compliqués à instruire parce que l'État se fixe des règles d'instruction qu'il n'arrive pas à respecter. Enfin, c'est vraiment ubuesque. On pourrait faire un film qui serait assez rasoir, hein, je vous l'accorde, mais qui pourrait être drôle, quoi. C'est kafkaïen plutôt, je dirais. Voilà, c'est vraiment ça, c'est la bureaucratie qui tourne à vide et qui n'arrive, en fait, qui auto-annule sa propre efficacité. C'est assez impressionnant. Plus le démantèlement du service public, parce que il y a de ça, les personnels ont diminué, leur charge de travail a augmenté. Il y a cet aspect-là, il y a cet aspect-là qui existe. Il y a aussi une espèce d'incurie généralisée assez impressionnante. Bref, tout s'est un peu mélangé. Le fait est qu'en tout cas, les aides ne sont pas versées en temps et en heure, que du coup on a saisi le défenseur des droits, on devrait avoir des réponses d'ici février prochain.
c'est-à-dire février. Février. Voilà, en fait, on est. Moi Voilà, aussi. ça fait 3 jours que je regarde pas ma montre, c'est tout. Donc voilà, on devrait, en fait, d'ici le 21, on devrait avoir une réponse du défenseur des droits. On se réserve la possibilité de faire d'autres actions. Ensuite, on a un pouvoir limité là-dessus. Voilà, malheureusement, on subit quoi. Mais il y a eu un autre problème en plus du retard, c'est que les aides d'accompagnement avaient été supprimées. À un moment. Ah, les aides au maintien, oui. Les aides au maintien, c'est plutôt les aides qui suivent l'accompagnement de la conversion. Elles ont été, en fait, pas exactement supprimées. C'est-à-dire que ça équivalait à une suppression, mais c'est l'État qui était le principal financeur de ces aides a décidé de se retirer. Donc c'est l'État. Il a dit, les régions peuvent le faire si elles veulent, tout en disant, en fait, à côté de ça, en catimini ou dans le secret de la technocratie, en disant aux régions, surtout ne mettez pas l'argent sur ces aides de maintien, mettez uniquement l'argent sur l'aide à la conversion. Excusez-moi. Mais du coup, ça a été un premier coup dur, c'est-à-dire qu'en effet, on a deux problèmes. On a d'une part le fait que les enveloppes dédiées à l'agriculture biologique dans la PAC actuelle sont insuffisantes au regard du développement des surfaces. Donc elles sont consommées, et donc ils ont été obligés de supprimer une des aides à l'agriculture biologique qu'elle est de maintien. Et d'autre part, il y a ce problème de retard de paiement, qui est lié à un problème technique d'instruction des dossiers, etc. Donc c'est sûr qu'on a été plutôt maltraité dans la PAC actuelle, quoi. Même si en fait au début les règles du jeu nous semblaient très favorables. Mais en fait dans la gestion ça a été une vraie chienlit. Merci à vous. Eh bien, maintenant. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. C'est pas forcément l'agence Pio, l'agence de juste. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. On vous invite à prendre un petit apéritif si vous avez encore un peu de temps. Il est bio. Il est bio. Il y a le président de l'Union nationale de l'ICA qui vient d'être c'est pas ça. C'est bio. C'est bien ce qu'on a dit au début. Le bio n'est pas forcément. Voilà. C'est bien ce qu'on veut. Louis Boyard, il s'appelle. Louis Boyard. Je vais demander Quoi? En fait, c'est pas le ils ont été il y a Bon, c'est bien passé. Combien t'en as eu? Combien t'as eu les Pékins qui sont greffés? Combien t'as eu de personnes? C'est vrai?